Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce numéro de Susheta où nous allons aborder un sujet grave, profond et qui nous concerne tous et toutes. La force d'une législation démocratique est d'assumer les contradictions humaines. C'est Frédéric Worms, professeur de philosophie, directeur de l'École normale supérieure, qui a dit ces mots à propos du projet de loi pour l'accompagnement des malades et de la fin de vie. Le débat parlementaire a démarré cette semaine et il va se prolonger cet automne et sans doute cet hiver. Il a été précédé d'une très longue convention citoyenne aux intervenants multiples, médecins, infirmiers, psychiatres, anthropologues, philosophes, on l'a dit, économistes, évaluateurs de l'actuelle loi, la loi Claes-Leonetti, qui renforçait en 2016 les soins palliatifs et l'écoute de la parole du malade. En 20 ans, c'est donc la 4e loi qu'on prépare sur ces mêmes sujets, mais c'est la première fois qu'il s'agit aussi de faire une place dans le Code de santé publique à l'aide à mourir. Face à une maladie incurable, à des souffrances inapaisables, permettre qu'une injection ou ingestion mortelle soit possible si la personne malade le veut. La société civile est pour, depuis longtemps, en Belgique, en Espagne ou en Suisse, c'est possible. Beaucoup de soignants, eux, sont réticents. Mais la loi devra assumer ces contradictions. Jusqu'où peut aller l'aide? Jusqu'où peut-elle ne pas aller? Pour nous éclairer, nous avons invité 2 médecins hospitaliers, Daniel Nicolas et Paul Venturini, le président de l'association Corse pour le droit à mourir dans la dignité. Et enfin, Isabelle Diallo, notre grand témoin. Son compagnon Jean-Claude est décédé il y a quelques mois. Il avait obtenu un sésame pour une euthanasie légale en Belgique. Sa maladie a été plus rapide. Ensemble, regardons maintenant le reportage des journalistes Marie-France Giuliani et Stéphane Lapera. Ils sont allés au plus près du terrain de ces difficiles et inévitables questions. À tout à l'heure. En marche vers l'inconnu, sur les pas de ce visiteur discret qui, chaque jeudi, a à cœur d'écouter les mourants. Au chevet des patients de soins palliatifs, ce bénévole des Petits Frères des Pauvres, une association humanitaire, n'est pas là pour faire du prosélytisme. Sa mission, c'est l'écoute. Bonjour. Une fois, j'ai accompagné quelqu'un qui avait une maladie de Charcot et qui m'écrivait, parce qu'elle ne pouvait plus parler, qui m'écrivait « je veux partir ». Et bien sûr que c'est extrêmement dur, mais je n'ai pas d'avis sur ce qu'il faudrait faire. Je sais juste que c'est difficile. Et que c'est un accompagnement particulièrement difficile. Mais dans mon expérience, c'est extrêmement rare. Je crois que j'ai dû accompagner des centaines de personnes quand même, et 2 fois, il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit qu'ils avaient envie de partir. Le sort d'un patient en fin de vie à brève échéance est discuté et décidé en réunion collégiale. Médecins des soins palliatifs, infirmières, aides-soignantes, psychologues vérifient tout comme le prévoit la loi Leonetti-Claes. Pour voir si on n'a pas omis effectivement de possibilités, si on a bien tous les critères déjà de cette fin de vie qui s'annonce, et si vraiment on peut rien aménager, aussi bien par des moyens médicamenteux que non médicamenteux, de l'hypnose, du toucher-massage, une ostéopathe, des gens formés en ostéopathie, pour rendre la vie de cette personne la plus confortable possible. On allège les souffrances, quitte à abréger la vie. On sait quand même qu'on ne va pas réveiller la personne, donc on n'est pas dupe non plus. Après, ce qui est relativement important, c'est qu'à un moment, cette dignité de la personne, c'est plus possible. L'important, l'essentiel, c'est de respecter les dernières volontés du patient. Problème, ces volontés, ces directives sont rarement exprimées. Alors les directives anticipées, effectivement, ça existe depuis très longtemps. Il est à un peu moins de 8%. Il y a quelques années, on était de l'ordre de 3%, donc on a évolué, mais certainement pas assez. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait méconnu au niveau de la population générale et dont on n'a pas su se servir au niveau des parcours de patients, notamment déjà dans l'annonce d'une maladie grave. C'est cool par rapport à ça de passer par la mer. Vous connaissez, vous, la notion de directive anticipée? Non. Ça vous dit quelque chose?
C'est vrai que maintenant, souvent, les patients, quand ils rentrent dans un hôpital, ils disent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Moi, je veux pas être un handicapé, je veux pas être un légume. Vous voyez, des trucs comme ça, voilà. En réanimation, quel que soit l'âge et la pathologie, on tente de maintenir en vie. Sonde, dialyse, appareil respiratoire, le combat contre la mort est engagé, le pronostic vital réservé, mais on garde espoir. C'est un peu juste et... J'espère. J'espère, parce que des fois c'est désespérant, on désespère ici. On recommence toujours la même chose. Le matin, c'est la grosse lunette. Après, on sèvre. On met la petite lunette. Mais après, ça ne suffit pas, on remet la grosse lunette. Et après, la fièvre qui arrive. Et après, c'est l'enfer. Dans ces moments délicats, les familles sont reçues à toute heure et consultées, notamment pour relayer les volontés de leurs proches. On lui a demandé s'il voulait continuer à se battre et tout, s'il avait encore cette volonté. Il a dit oui. On lui a demandé quand même 2-3 fois pour bien voir sa volonté. Et toujours oui, donc il continue de bien s'occuper de lui jusqu'à qu'on ait un chemin plus joyeux. Une fois sur 5, il n'y a plus de chance de récupération. Avec l'accord des proches, on arrête les traitements. La sédation mène au décès. S'applique donc la loi Léonet-Iclet. La loi autorise bien évidemment tout service et tout praticien à pouvoir enclencher, après le débat éthique, etc., toutes les protections qu'il y a autour, enclencher une sédation profonde et prolonger jusqu'à la mort. Mais dans bon nombre de services, il n'y a pas du tout assez d'infirmières, d'aides-soignants, et ils ont déjà les soins quotidiens à assumer au pas de course. Donc pour eux, d'assumer une fin de vie, un accompagnement qui soit digne, j'insiste bien sur ce terme, hein, la dignité c'est vraiment important, ils ne peuvent pas le faire. Et donc le plus souvent, du coup, ça va être fait de façon brinque-ballante et ça ne va pas être fait correctement, quoi. Et faute de personnel. Faute de personnel, avant tout. Hein. Avant tout, bien sûr. Alors, il y a aussi des médecins encore qui considèrent que ce n'est pas leur rôle de faire ça. Bon, je suis d'accord avec eux. Hein. Évidemment que ce n'est pas notre rôle de faire mourir les gens, mais c'est notre rôle d'accompagner les patients. Et dans la vie, comme dans la mort. Et ça, en tout cas, moi, je reste persuadé que c'est notre rôle. Oui, on meurt de façon indigne, faute de personnel, même si officiellement des lits identifiés dédiés aux soins palliatifs sont réservés au sein des services de médecine et chirurgie. Une terrible réalité, la future loi y répondra peut-être. Elle est surtout destinée à satisfaire la demande de ceux qui cherchent l'issue à l'étranger, dans des pays où l'on n'attend pas d'être à l'agonie pour déclencher la sédation. À la fois, je souffre trop et à la fois, je fais trop souffrir les autres. Atteint d'un cancer généralisé, ce haut fonctionnaire en invalidité témoigne, quelques heures avant d'entrer dans le coma, pour donner à réfléchir aux législateurs. Pendant des mois, sa demande n'a pas été entendue. Et les choses qui sont demandées, c'est 1, avoir des maladies incurables, ça, moi je l'ai. 2, avoir toute sa tête pour pouvoir demander et répéter. Ensuite, il faut avoir un syndrome réfractaire. Actuellement, moi, je suis réfractaire à tous les antidouleurs. Malgré tout ce qu'on me donne, ça ne marche pas. Et quatrièmement, actuellement, on est sur le court terme. Et par contre, le président avait parlé de moyen terme. Et bien là, le moyen terme, effectivement, et pour moi est une bonne solution, et moi j'entends le moyen terme entre 2-3 mois. Cet Ajaxien avait obtenu en 2023 le sésame pour une euthanasie en Belgique, à Charleroi. Sa santé s'est tellement détériorée qu'il a été admis à l'hôpital d'Ajaccio pour ses derniers jours. Il avait envisagé aussi la solution de la Suisse, la prescription d'une médicamentation létale,
très comparable aux dispositions à venir en France. Un suicide assisté moyennant 9 000 € qu'il a décliné. La vraie problématique, c'est de se le faire soi-même, parce que c'est quand même dur, même si on s'est préparé, même si moi aujourd'hui, je me sens prêt à partir, vraiment. Mais ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne sais pas comment je réagirai devant un verre avec le produit que je dois verser le produit dedans et que je dois le prendre moi-même. Et dans une pièce où il n'y a aucune surveillance. Ingénieur à la retraite, Mathieu, lui, milite pour que les personnes atteintes de souffrances psychologiques aient droit au suicide assisté. Il est en bonne santé, mais il a rédigé de longue date ses directives anticipées. Il veut que lui soit épargnée toute forme de déchéance, de délabrement physique. C'est toujours le malade en fin de vie, court terme, moyen terme. C'est toujours cette enveloppe-là, elle n'est pas assez large. D'ici 10 ans, il y aura encore une nouvelle loi. Ça, c'est sûr. Ils disent que ce n'est pas nécessaire, mais on se rend compte qu'on ne va pas au bout à chaque fois. Ça exclurait des maladies qui soit conduisent à la mort au bout d'un temps assez long, mais avec des grandes souffrances. Et ça exclut des gens qui ont des affections qui ne sont pas mortelles, mais qui rendent la vie insupportable. Si les parlementaires, en particulier les députés, n'amendent pas ce projet dans un sens plus large et qui couvre justement beaucoup plus les problèmes que les gens rencontrent, ben on va être encore à une loi qui sera trop restrictive. Le flou persiste sur la notion de sédation à moyen terme. C'est combien de temps? 3, 6 mois? Le projet de loi ne le définit pas, l'Académie de médecine non plus. Les cancérologues le savent bien, les traitements agissent différemment selon les organismes. Et ce n'est qu'à très court terme qu'ils peuvent identifier les signes cliniques précurseurs de l'approche de la mort. Cette idée du moyen terme, elle est encore une fois pas gravée dans le marbre. Et puis en plus, c'est compliqué parce que les patients ne sont pas forcément demandeurs de ça du tout. Ils sont demandeurs qu'on les soigne d'abord. Qu'on les soigne bien, qu'on les soigne au plus près de chez eux, que s'il faut demander un avis expert, on puisse le faire. Si on peut le faire ça dans un cadre avec une bonne qualité de vie, c'est-à-dire ne pas trop les déplacer, faire de la téléconsultation, de la santé à distance. Et donc le court terme, oui, ça c'est notre métier. Et on l'a toujours fait et on continuera à le faire. Et ce court terme peut aller en termes de soins palliatifs, jusqu'à une sédation quand elle est nécessaire, bien sûr. Tout ça dans le calme et dans le respect de la loi qui est actuelle, la loi Leonetti, qui nous offre beaucoup de choses. L'aide à mourir à moyen terme revient-elle à tuer? C'est le sentiment général aux soins palliatifs. Démission, clause de conscience, l'opposition pourrait prendre plusieurs formes. Une société qui a pu abolir une peine de mort pour finalement donner l'autorisation de tuer, oui, ça me choque et ça m'inquiète. Vous n'exercerez pas dans ces conditions? Non. Non. Tout à l'heure, on parlait du serment d'Hippocrate. Qui pose oui, déjà. Enfin, moi, je ne serai jamais parjure à mon serment d'Hippocrate, je ne tuerai pas. Et je pense que beaucoup de gens pensent comme moi. Après, chacun sera libre de le faire. Je suis aussi très gênée d'apprendre que, effectivement, ce sera des tiers et que je peux même imaginer que ce sera peut-être un fils qui va donner une potion létale à son papa. Que nous, on a toujours travaillé sur, effectivement, et ceux qui restent. Ceux qui restent, c'est très important. Les deuils, c'est important. Les deuils, ça s'accompagne. Comment on va accompagner des deuils d'un fils ou d'une fille qui n'a pas eu le choix que de donner une potion létale à son propre père? Ici, on donne la mort? Non, on ne donne pas la mort, non. La mort, c'est pas tant un terme finalement qu'on utilise dans le service. On parle de vie, nous en général. On parle justement de ces derniers temps de vie, de ce qui est important et de tout ce qu'on peut permettre tant aux patients et à la famille de vivre. Quand le temps est devenu si précieux, le patient et son entourage espèrent surtout soulager les souffrances. Balnéothérapie, massage, le service offre ce répit après bien des semaines à entendre l'être aimé gémir ou hurler de douleur. Ce service m'a redonné du temps avec ma maman, là où je pensais que c'était fini. Ouais. Et une maman sans douleur? Et une maman sans douleur, sans souffrance. Et ça, la maladie, c'est quelque chose, la perte, le décès, c'est des étapes à franchir, mais la souffrance, c'est intolérable. Il n'y a que 10 chambres dans le service, 10 lits donc,
pour toute la Corse du Sud. Vous avez attendu longtemps? Plus d'un mois. Plus d'un mois, et parce que notre médecin généraliste, je vais dire son nom, c'est le docteur Gérard Venturi, s'est battu, a fait des pieds et des mains, n'a pas ménagé ce dimanche pour obtenir ce lit en soins palliatifs. L'équipe mobile des soins palliatifs suit et soulage entre 80 et 100 patients à leur domicile ou en EHPAD de Sainte-Marie-Siché à Vico, au quotidien, et comme une chaîne de soutien malgré le désert médical. Une chaîne avec 2 maillons indispensables, le médecin traitant et l'infirmière. Eux aussi s'interrogent sur le projet de loi. On n'est plus dans du soin palliatif. Même cette dose létale, pour moi, c'est pas ça le soin palliatif. Le soin palliatif, c'est vraiment un soin de confort et d'accompagnement sans douleur. Ce n'est pas administrer un produit qui va tuer la personne. Ça, vous le ferez pas? Non. Enfin, je le ferai pas. Moi, je le ferai. Si je dois le faire, moi, ça ne me dérangerait pas de le faire. Bon, je le dis pas, mais c'est pas évident à faire. En tout cas, c'est pas évident à faire, mais quand il y a vraiment trop de souffrance et quand vraiment il y a des... quand c'est une question d'heures. Oui, sur une fin de vie, mais là, à moyen terme... heures, râler dans un lit avec des pauses respiratoires... Oui, là on est d'accord, mais sur du moyen terme, c'est-à-dire que la personne, on lui diagnostique un cancer et du coup elle décide de vouloir faire et que... Ou même si elle est dépressive et qu'elle a envie d'avoir de la vie. Voilà, dans ce contexte-là, moi je serais... C'est pas notre culture. C'est pas notre culture, ça. Ni pour ni contre la nouvelle loi. Stella, infirmière en ville, estime que son rôle est bien de suivre ses patients jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'à l'acte de décès, malgré un emploi du temps surchargé. Des soins chronophages, souvent refusés par ses confrères, et particulièrement complexes. Il ne s'agit pas que des perfusions et des dosages de morphine ou d'antidouleurs. C'est Stella. Ça va? Parmi les personnes pratiquantes ou les personnes que j'ai accompagnées en fait dans l'accompagnement à la mort, j'ai eu 2 ou 3 personnes qui étaient catholiques pratiquantes. Et qui associaient en fait la sédation, l'administration de médicaments contre la douleur à une aide au suicide. C'était très très difficile parce qu'elle avait peur de ne pas aller au paradis, elle avait peur de ne pas rejoindre son mari. Donc on a dû trouver en fait l'équilibre entre ses convictions et cet accompagnement contre la douleur. C'est fin, c'est ténu, mais ça a été possible. Les grandes religions prohibent toutes le suicide, interdisent de tuer et prônent que la vie est sacrée. La position du catholicisme contribue encore à la vision du monde de nombre d'individus. Autorité morale pour certains, le cardinal émet des réserves sur l'euthanasie lors d'un contraste. L'Église pense que nous ne sommes pas maîtres de tout. Il y a une dimension importante au début de la vie et à la fin de la vie que je crois qu'on est en train de sacrifier, c'est le domaine du mystère. On devient très technique, très médicaux, très scientifique, on se robotise en fait. Pas humain. On se déshumanise, il me semble. Mais abréger la souffrance, c'est aussi un acte de charité. Oui, mais est-ce que la solution à la souffrance, c'est de couper avec la vie? Est-ce qu'il n'y a pas de soins palliatifs? Est-ce qu'il n'y a pas la compassion humaine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions qu'on peut développer? Passer de la vie à la mort. La mémoire collective l'a presque effacée. Pourtant, dans la société corse traditionnelle, comme en Sardaigne, jusque dans les années 50, une femme pratiquait le soulagement ultime, par devoir de solidarité. Tony Fogacci, enseignant à Corté, auteur d'une thèse sur les rites funéraires, nous explique le rôle de l'acabadora, étymologiquement, celle qui achève. Acapa, c'est frapper un coup sur la tête, achaka aussi, ça existe en Corse, tuer en quelque sorte. Achever. Voilà. Achever, donc l'agonie de ceux qui étaient proches, des moribonds, qui étaient en fin de vie, qui souffraient.
Des femmes, souvent. Hein. Je n'ai pas entendu de témoignages sur des hommes, mais des femmes qu'on allait chercher en cas de... Enfin, le vivant était en train d'agoniser. Et j'ai même un témoignage dans la Graonne qui dit qu'il faut aller chercher un tel, l'objet qu'il faut pour... En Corse, c'est un morceau du joug des bœufs qu'on appelle le istaviglione. En Sardaigne, on évoque aussi, mais je pense qu'en Corse, ça pouvait exister aussi, on évoque également un bois d'olivier. Et la Cabador l'a tapé, sans doute, sur la tête de l'agonisant. Et on évoque même, on le voit dans certains films, hein, un genre de marteau en bois. En 2024, quelles sont les bonnes pratiques, l'éthique, ici et ailleurs? En formation sur les soins palliatifs, une dizaine de médecins et infirmiers qui exercent à Bastia, Sartène, Bonifacio y réfléchissent. Pour moi, le sentiment d'inutilité, c'est ce qui me fait le plus peur dans cette loi. C'est pour moi, ce débat, il va plus vers ouvrir la possibilité aux gens qui se sentent inutiles de se suicider, plutôt que de leur offrir une autre vie. Écouter et surtout entendre, cela s'apprend. Peut-on considérer comme légitimes les demandes des patients? L'enseignante, une socio-anthropologue de renom, partage son expérience et détaille les débats éthiques qui ont précédé les législations favorables à l'euthanasie au Québec et en Belgique. J'ai accompagné à l'hôpital Sainte-Justine la mise en place d'une réflexion de plusieurs années sur la possibilité d'entendre des enfants de plus de 7 ans et des préadolescents et des adolescents malades, très malades, sur leur désir de mort, leur désir de non-réanimation, et que cette parole soit prise en compte avec au moins autant de considération que celle des adultes et des soignants qui s'occupent de lui. Les lois québécoises, suisses ou belges pourraient-elles inspirer les parlementaires? Le moyen terme, honnêtement, personne n'est capable personne n'a boule de cristal, on ne peut pas savoir ça. À quelques semaines du vote, les 2 députés de Corse du Sud sont venus rencontrer l'équipe des soins palliatifs. Ils se forgent une opinion. Lorsque je vois que des personnes très jeunes parfois demandent l'aide à mourir parce qu'elles sont atteintes de grande dépression, même si la dépression est une vraie maladie, et qu'elles ont encore des années devant elles et qu'elles ne sont pas atteintes d'un mal physique contre lequel elles ne peuvent pas lutter, ça me pose question. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, la réponse je l'ai, je ne pourrais pas voter un texte comme ça aujourd'hui. La seule partie qui fait consensus aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut plus de moyens pour les soins palliatifs, parce que quand on met les moyens réellement pour les soins palliatifs, les demandes d'euthanasie diminuent fortement. Le projet de loi respecte les recommandations émises en 2023 par le Comité consultatif national d'éthique. Ses représentants sont auditionnés par les députés qui souvent hésitent à modifier la loi de 2016. Les souffrances existentielles et psychologiques qui, dans bien des cas, sont bien plus insupportables que les souffrances physiques. Or, le projet de loi n'aborde pas ces situations pour ce qui concerne l'aide à mourir. Serait-il contraire à l'éthique de prendre en compte ces souffrances dans l'accès à l'aide à mourir ? Comment on se prémunit précisément de ce danger pour qu'un jour nous n'ayons pas à faire, comme dans certains pays, je pense à la Belgique, où on a élargi l'euthanasie aux mineurs en 2014, ou handicapés quelques années après, ou au débat permanent aux Pays-Bas pour intégrer à la démarche d'euthanasie ou de suicide assisté les fatigués de la vie. 1900 amendements ont été déposés sur les conditions de l'aide à mourir. De passage en Corse, la ministre de la Santé s'aventure peu sur les 22 articles de la future loi. Catherine Vautrin insiste sur les 100 millions d'euros par an jusqu'en 2035 pour déployer les soins palliatifs. C'est effectivement un texte qui, dans un premier temps, a un premier pilier qui est celui des soins palliatifs et soins d'accompagnement. L'idée, c'est de doter la France de plus de soins d'accompagnement. Et le deuxième partie du texte, c'est effectivement l'aide à mourir. Ensuite, il faut former parce qu'il faut des personnels. Et notamment, je souhaite créer un diplôme d'études spécialisées en soins palliatifs, ce que nous n'avons pas aujourd'hui dans le pays. Et l'idée, c'est que comme ça, tous les étudiants en médecine puissent être plus formés sur la prise
prise en charge de la douleur. Moi, c'est 82 ans que je vais avoir. Ah oui, ça va, vous êtes encore jeune. Si, 82 ans, à notre époque, c'est jeune. Hein. Il faut le dire vite. Les centenaires sont de plus en plus nombreux, les personnes âgées dépendantes et avec des troubles du discernement aussi. Les malades d'Alzheimer, ils sont plus d'1 million en France, 8 000 en Corse. Même s'ils ont exprimé leur volonté avant de perdre leur faculté intellectuelle, ils ne sont pas concernés. Leur pathologie est pour l'heure incurable, mais n'engage pas le pronostic vital. Cette notion, je dirais, fin de vie active, ne se pose pas de façon aussi aiguë que pour les autres pathologies. Et d'ailleurs, apparemment, ça en est exclu de la loi. Et pourtant, pour les familles, c'est très éprouvant. Oui, bien sûr. Oui, évidemment, c'est tout le problème des aidants chez nous. Hein. C'est que plus que dans toute autre maladie, la pression mise sur le milieu familial et les aidants, en particulier, est énorme. Et donc, on le dit, on le répète, souvent, l'aidant principal décède avant le patient d'épuisement. Le parcours législatif continuera jusqu'à l'été 2025. En un quart de siècle, le Code de la santé a intégré déjà 4 lois sur la fin de vie et les droits des patients, sans qu'elle soit pleinement appliquée. L'aide à mourir suscite une profonde réticence chez nombre de soignants. Un faible recours à cette pratique pourrait en découler. Depuis une quarantaine d'années, ce médecin gère un établissement de repos, une longue expérience auprès des personnes âgées, mais pour lui, rien n'a changé. On n'est pas des vétérinaires, hein. C'est pas des chiens, des chats, hein, chez qui on donne la solution létale immédiate et la mort dans les 2 minutes. Non, c'est pas possible. Je ne sens pas le courage de mettre un terme à une vie de façon radicale parce qu'un patient me dit « je veux en finir, docteur, faites-moi cette injection ». C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous assure, la fin de vie est assurée de façon très confortable actuellement. En Corse, près de 3200 personnes meurent chaque année. 4 fois sur 5, c'est en milieu médical. Rose a 96 ans, elle est toujours autonome. Ne pas y penser, tel est son choix pour la succession et les dernières volontés. Oh, c'est l'heure. Comme tout le monde le dit. Ça vient tout seul, hein. Qu'on y pense, qu'on n'y pense pas, ça vient tout seul. La peur de mal vieillir, de subir l'isolement, la dépendance, ou de ne pas accéder à des soins palliatifs. C'est aussi cela qui est à l'origine de cette demande de la société pour un droit à mourir comme on l'entend. Des soins palliatifs qui ne suffisent pas, c'est une des premières leçons de ce documentaire, de ce reportage. Ils ne suffisent pas en quantité, ils ne suffisent pas en qualité. Daniel Nicolas, vous êtes chef de service, donc soins palliatifs à l'hôpital La Miséricorde d'Ajaccio. Ma première question est pour vous. Vous êtes aussi président du comité d'éthique de Corse du Sud. Quel bilan faites-vous? Vous êtes dans ce service depuis plusieurs années et en tout cas, vous pouvez nous dire un peu comment a évolué la mise en place de ces soins palliatifs, cette offre. Les soins palliatifs se sont développés suite aux années SIDA. On parle des années 90. Là. Et voilà. Les gens de ma génération ont tous fait du soin palliatif avant de savoir que c'était du soin palliatif, puisqu'on s'occupait de personnes jeunes qui avaient une pathologie grave, totalement incurable, qui subissaient la discrimination et pour lequel on ne donnait que des soins et pas de traitement de fond puisqu'il n'existait pas avant 1997. L'évolution, c'est aussi l'évolution des pathologies. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des complexités de pathologies, que ce soit des complexités diagnostiques, symptomatiques, cliniques, avec des douleurs qui sont de plus en plus complexes, des gens qui sont pris en charge
correctement avec des traitements morphiniques, etc. Mais quand ils arrivent dans des situations d'aggravation, souvent ces traitements morphiniques commencent à devenir difficiles puisqu'il y a une accoutumance aux produits, donc il faut qu'on cherche d'autres molécules, ce que l'on fait tout à fait dans notre unité. Alors, on a plusieurs types de molécules. Vous avez plusieurs molécules à disposition. On a des complexités qu'on ne vivait pas il y a 20, 25 ans ou 30 ans parce que la plupart des personnes qui sont actuellement chez nous, elles étaient déjà décédées avant parce qu'elles n'y arrivaient pas si loin. Maintenant, grâce au progrès, ou à cause, mais je dirais plutôt grâce au progrès de la technologie, de la médecine, nous avons des personnes qui vivent beaucoup plus longtemps avec leur pathologie. Et on voit bien que dans le cancer, par exemple, ça devient pratiquement une pathologie chronique, grave et évolutive, mais qui va durer avec des gens qui sont multimétastatiques. Alors, en 2016, donc, la possibilité de la sédation profonde et continue a été donnée. C'est la réponse aujourd'hui qui existe en fin de vie face à la souffrance insupportable. En quoi est-elle adaptée ou en quoi est-elle adaptable à chaque cas singulier, puisque chaque malade est un cas singulier? Chaque personne est un cas particulier et c'est bien le souci de la loi qui ne va pas évidemment régler chaque cas particulier. Mais en ce qui concerne les discussions qu'on peut avoir avec les personnes qui nous font l'honneur de confier leur vie quand même à nos équipes, c'est qu'on peut aussi les rassurer sur le fait qu'elles ne mourront pas étouffées, elles ne mourront pas dans des souffrances atroces et que dans cette situation-là, on pourra avoir recours à une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Pour moi, cette sédation, elle intervient dans un moment où, de toute façon, la situation est... c'est pour ça qu'on parle de court terme, dans un moment où la situation... La sédation profonde et continue, elle est administrée quand il y a un pronostic vital qui est engagé à court terme. Alors, ça, quelques heures, quelques jours, allez, dire... C'est ce que dit la Haute Autorité de la Santé, ouais. On est dans ces temps-là, une quinzaine de jours. On peut tout à fait l'évaluer, ça. On a des critères d'évaluation qu'on ne peut pas faire avec un moyen long terme, c'est sûr. Mais en tout cas, elle intervient dans ce moment-là. C'est une relation entre une personne, une famille, un médecin, une équipe, puisque nous faisons des réunions collégiales pour recentrer et trouver le plus juste, le moins pire, parce que c'est souvent le moins pire, hein. C'est pas le meilleur, c'est le moins pire. On va voir avec Isabelle Diallo, je voulais bien vous entendre maintenant, c'est un témoignage très important que vous nous donnez. On a entendu Jean-Claude dans le film, votre compagnon, il a été pris en charge par les soins palliatifs, mais ça ne répondait plus à ses souffrances. Quel a été son cheminement ? Finalement, il voulait l'euthanasie, ou il voulait en finir vraiment. Quel a été son cheminement médical et... Alors en fait, je voudrais commencer par les soins palliatifs parce qu'effectivement, sur les soins palliatifs, il en a bénéficié très tôt. On a eu la chance d'être toujours dans des régions où on pouvait bénéficier de soins palliatifs, ce qui n'est pas le cas partout et ce qui est justement dans le cadre de la loi devrait être amélioré. On va y revenir, et on était en région parisienne, il était déjà suivi par les soins palliatifs et quand il est arrivé en Corse, c'était parce qu'on lui avait signifié que sa fin de vie était imminente, donc il voulait mourir ici et on s'est rapproché tout de suite des soins palliatifs. Donc il a été pris en charge et au début, les soins palliatifs ont bien soulagé ses douleurs. Et c'est vrai qu'il y a des accompagnements de type paramédical, enfin tout un panel de choses qui peuvent être proposées qui sont très intéressantes. À un moment donné, il a trouvé que ça ne correspondait plus du tout ça ne répondait plus à sa demande, c'est-à-dire qu'il avait le sentiment de souffrir toujours et il avait le sentiment de se dégrader trop. Et alors, en sachant qu'il avait déjà, il avait déjà écrit des directives anticipées de longue date, hein, il avait toujours déposé des directives anticipées. Juste faire un petit point, les directives anticipées, donc c'est des documents qui sont à disposition de tout un chacun adulte. On peut dire, c'est un document qu'on trouve sur Internet, on peut dire ce que l'on souhaite. Ce que l'on souhaite, tout à fait. Ce que l'on souhaite. Et c'est des documents qui existent depuis 2016, je pense. Hein. 2016, ça a été intégré. C'est la loi de 2005. La loi de 2005, et qui ne sont utilisés
multiplié que par moins de 8% de la population. Donc, même la loi Kouchner de 2002. Même 2002. Mais seulement 8% d'utilisation, un peu moins. Isabelle continuait. Donc il avait rédigé des directives anticipées, il les a réécrites régulièrement pour être de plus en plus précis, et il avait été accompagné par les soignants pour être très précis sur ce qu'il demandait. Et à un moment donné, effectivement, malgré sa demande d'en finir, malgré le fait qu'il trouvait qu'il souffrait trop, il a eu le sentiment de ne pas être entendu. Parce que ce que vous signalez, ce que vous dites aussi, docteur Nicolas, c'est qu'à partir du moment où les équipes se réunissent de façon collégiale pour estimer un petit peu ce que ressent le patient, à ce moment-là, le patient peut se sentir dépossédé de ce qu'il ressent, puisque c'est l'équipe qui analyse et qui interprète avec des signes cliniques que vous interprétez à votre sens, mais ce n'est pas forcément la façon dont le malade le ressent. Et lui disait, moi je souffre trop, moi je n'en peux plus, et il a eu le sentiment qu'à l'hôpital on lui disait, attendez encore un peu. D'ailleurs, ce n'est pas un sentiment, c'est ce qu'on lui a dit, vous attendez parce que ce n'est pas le moment, on le fera un jour, mais on ne le fera pas maintenant. Et c'est pour ça qu'on est parti en Belgique. Ça veut dire, je m'adresse à vous deux médecins, comment vous interprétez, vous avez une volonté clairement dite, sur quelle base vous pouvez la suspendre ou en tout cas la remettre, la repousser de quelques jours. Comment interprétez-vous cette parole quand elle est clairement dite? Et Jean-Claude était un homme qui intellectuellement n'était pas atteint par sa maladie, en tout cas il raisonnait, C'est pas qu'une interprétation, c'est pour ça que je crois que la parole de la personne est primordiale. On écoute ce que nous dit la personne. On écoute, mais pas une seule personne. Il y a des soignants, il y a des psychologues, il y a des médecins. Bon, déjà, il y a plusieurs façons de parler à différentes personnes. D'abord, on écoute. Ensuite, on voit s'il y a des directives anticipées, évidemment. C'est le cas là. Restons sur ce cas précis parce que c'est très... La loi, ce qu'on fait, nous, c'est une réunion collégiale. Pourquoi? Parce que la réunion collégiale, c'est comment vit ce patient réellement. Parce que si c'est un seul médecin qui décide, le médecin il ne voit pas comment vit le patient réellement. Mais les soignants et la famille, qu'on interroge aussi, nous disent voilà comment ça se passe, voilà comment il déjeune, voilà comment il mange, voilà comment il communique, etc. Et nous, on se fait une intime conviction. Et évidemment, si la réunion est collégiale, la décision, elle est médicale. Elle n'est jamais collégiale. Elle est médicale. Il y a un médecin qui prend une décision. C'est vrai qu'on a temporisé, c'est exact. Mais alors, vous temporisez sur quoi? Le cas de Jean-Claude est précis. Comme on a des molécules qui sont quand même assez efficaces, on essaye quand même de proposer ces traitements. C'est bien le problème, c'est que sinon, à ce moment-là, très rapidement, on dit ok, vous voulez arrêter votre vie. On vous propose plus rien d'autre, alors qu'on peut le faire, mais les cancérologues font pareil, en fait, quand ils proposent une énième molécule. Nous, on propose d'autres traitements de la douleur. Alors vous allez me dire, peut-être, il y a aussi peut-être une sorte d'acharnement, d'obstination déraisonnable à essayer de soulager à tout prix. Ok, ça peut se discuter, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. Isabelle. Quand on est allé en Belgique, il n'avait pas le sentiment que sa douleur était prise en charge. Et quand il est allé en Belgique, alors là, je ne sais pas si c'est la bonne occasion, oui. mais effectivement, comme on n'est pas belge, il a dû faire un examen médical complémentaire pour que soit justifié le fait qu'il entrait bien dans le cadre de la loi et que sa pathologie impactait sa vie à terme. Puisque la notion de terme incurable et la notion de terme ne se pose pas de la même façon en Belgique. Donc, à partir du moment où un spécialiste de sa pathologie a indiqué qu'effectivement il était malade, etc., il a été pris en charge. Mais de toute façon, tout de suite, on lui a aussi proposé un traitement contre la douleur. Et c'est vrai qu'en Belgique, ils ont aussi d'autres traitements contre la douleur que nous n'avons pas. Et en particulier le cannabis de synthèse sans THC qu'ils utilisent depuis des années et qui l'a soulagé. Et très honnêtement, entre le mois de juin de l'année dernière où il est parti des soins palliatifs à Ajaccio, puis pour aller en Belgique, et le mois de mars où finalement il est décédé, c'est vrai que outre les médicaments qui lui ont été administrés à l'hôpital, et c'est très bien, l'adjonction du traitement belge l'a beaucoup soulagé aussi. Et ça lui a permis de continuer. Vous avez raison, à partir du moment où la douleur est très soulagée, la demande n'est pas la même. On est bien d'accord. Dans un premier temps.
Paul Venturini, vous êtes gériatre à Corté, vous êtes également président du comité d'éthique de l'hôpital Corté-Tattonnes et vous êtes chargé de cours. On a entendu dans le documentaire et on voit là des réticences à la prise en charge, même parfois de la douleur, hein, je ne parle pas des soins palliatifs, des réticences religieuses, des méconnaissances aussi scientifiques et des procédures. De quoi vous pouvez témoigner dans votre pratique, hein? Après, une carrière après une carrière qui commence à être maintenant un peu longue, une chose est certaine, il y a une incompréhension. Parce que le corpus législatif, il commence en 1999 avec une loi sur les soins palliatifs qui, effectivement, donne aux patients un droit d'accès aux soins palliatifs. Nous sommes en 1999. Vous avez la loi Kouchner qui, effectivement, établit ce qu'on a appelé des droits pour le malade, c'est-à-dire aussi, à un moment donné, la possibilité claire d'être acteur, co-acteur avec le corps médical des soins, mais c'est-à-dire aussi de sa vie de malade, parce que la question, elle n'est que là. Ce qui amène la première loi Leonetti, c'est ce problème de Vincent Humbert, c'est-à-dire à un moment donné, et qu'est-ce qu'on fait quand on est vers une situation où il n'y a pas de réponse possible? Il y avait une interrogation de Mme Humbert au président Chirac qui lui dit « moi je ne peux rien faire, donc on va faire une loi ». Première loi Leonetti, extrêmement intéressante, mais avec des limites. Donc il faut aller un peu plus loin et on va sur la loi Claes-Leonetti. Paul, je vous demande vraiment, je reviens à aujourd'hui, ce que vous entendez comme expérience, comme retour dans votre hôpital auprès de vos patients. Ils ont été traversés par ces débats, ils ont été traversés par ces affaires qui ont fait grand bruit. Quels sont leurs ressentis? Aujourd'hui, quelle est leur demande? C'est personne dépendante. C'est personne dépendante. Ça dépend quel médecin, ça dépend quelle situation, etc. Et ça, cette incertitude surtout en périphérie, pour le patient, pour les familles, n'est pas ce qu'il y a de plus acceptable. On a à un moment donné, c'est pour ça que je vous parlais des droits du patient. Le patient, il rentre dans une logique de soins, il rentre dans un parcours de soins sur lequel il doit avoir confiance que ce parcours soit appliqué. Alors on parle de culture palliative. Est-ce que vous avez l'impression que vous enseignez aussi à l'université de Corse? Est-ce que vous avez l'impression qu'on connaît avec mon collègue et ami Daniel Nicolas, ça fait maintenant 11 ans, 12 ans d'ailleurs qu'on a mis en place le diplôme universitaire de soins palliatifs et accompagnement de fin de vie. Il y a un gros travail, on a formé 150 personnes. C'est très bien. Ils sont à la disposition dans les services, ils sont à disposition, que ce soit des infirmières, que ce soit des médecins, tous les corps de soignants quasiment ont bénéficié de cette formation. Et pourtant, on se pose la question, est-ce que tout le monde a accès aux soins palliatifs? Est-ce que tout le monde a accès... On a la réponse, en fait. On sait au niveau national que 50% des gens qui devraient avoir accès aux soins palliatifs n'y ont pas accès. Et j'en profite pour regarder un petit peu l'état des lieux des soins palliatifs en Corse, en termes en tout cas d'équipement. Il y a 22 ou 23 lits, me dit l'ARS, il y aura une modification récente dans 2 unités de soins palliatifs à Ajaccio et à Bastia. 41 lits identifiés comme soins palliatifs qui sont répartis dans les différents hôpitaux, dans les autres services des hôpitaux, surtout à Ajaccio et Bastia. Donc 2 équipes mobiles de soins palliatifs. Alors ces équipes mobiles, on l'a vu dans le documentaire, elles vont soutenir en termes de personnel les lits qui sont identifiés dans les hôpitaux. Enfin, il y a un relais territorial à Sartène et 5 structures d'hospitalisation à domicile. Je me tourne vers vous, Robert Cohen. Vous présidez l'association pour le droit à mourir dans la dignité, mais vous êtes également le représentant des usagers de l'hôpital d'Ajaccio. Quel témoignage recevez-vous de ces pratiques, de cette offre qui existe sur le territoire et des difficultés? Excusez-moi. Pour les difficultés, on n'a pas beaucoup de retours. Je vous dis d'abord, est-ce que vous avez le retour aussi? Est-ce que vous avez le retour qu'il n'y a pas assez? On n'a pas beaucoup de retours sur le problème des soins palliatifs. On a à peu près une 60aine de plaintes tous les trimestres, mais c'est pas sur les soins palliatifs, c'est plutôt sur l'interaction entre les médecins, les soignants et le patient, où les patients jugent, et les soignants aussi d'ailleurs, c'est réciproque, qu'ils n'ont pas...
il manque de la communication. C'est la communication qui manque. Mais est-ce que j'ai eu, depuis le temps que je suis à l'hôpital d'Ajaccio, je suis aussi président de la CDU de Castellucci et au Filanzène, je n'ai pas eu de retour concernant les soins palliatifs. Donc on évalue, on peut évaluer, même si on est mieux doté en Corse que certains départements où il n'y a pas du tout de soins palliatifs, on peut évaluer qu'on est moyennement doté, mais on ne sait pas en fait évaluer, ça c'est quand même une sacrée question aussi, on ne sait pas évaluer si l'offre correspond aux besoins. Alors, dans la loi qui est en train de se préparer, il y a un plan décennal pour les soins palliatifs qui a été annoncé. Je pense qu'il avait été d'ailleurs annoncé quelques mois avant. Donc, pour remonter, pour pallier à ce retard, 100 millions d'euros par an à partir de 2024 jusqu'à 2034 compris. On verra si c'est suffisant. En attendant, on a vu déjà ensemble que qualitativement, il manque quelque chose dans le dispositif actuel des soins palliatifs et de la sédation profonde. Et donc, c'est maintenant l'objectif de cette loi, c'est d'insérer, d'ouvrir la possibilité de l'aide à mourir. Et ça pose beaucoup de questions. Sur l'aide à mourir, d'ailleurs, Marie-France Giuliani, pendant son reportage, a recueilli, pas très loin de l'hôpital d'Ajaccio, des paroles de gens concernés, mais pas de soignants. Écoutez-les. Comment vous ne voudriez pas mourir ? Je n'ai vraiment aucune idée. Tout le monde souhaite bien sûr une mort instantanée, voire une crise cardiaque dans la nuit. Voilà, c'est-à-dire s'endormir et ne plus jamais se réveiller. Après, c'est pas un choix, c'est plutôt le destin qui choisira à notre place, quoi. J'estime que les gens ont le droit de choisir de mourir dans la dignité. Par exemple, quelqu'un qui est en incapacité de vivre correctement et qui peut plus se nourrir par lui-même, qui sent que c'est un poids pour ses proches, qui peut plus être digne de lui-même. À mon sens, il a le droit d'être assisté médicalement pour arrêter toute souffrance psychologique et physique. Je n'ai pas de réponse. On a des sentiments mitigés et ceux qui vont décider auront beaucoup de courage. C'est pas le patient qui peut décider ou sa famille ? Le patient n'est pas toujours apte à décider. Si on le décide trop tôt, c'est trop tôt. Et si on le décide trop tard, c'est trop tard. Alors toute la complexité est rendue dans ces petits micro-trottoirs et elle pose les débats qui sont posés par les législateurs qui se concentrent, les débats se concentrent sur les conditions d'accès de cette aide à mourir. Il y a d'abord celles qui font les conditions qui font à peu près consensus pour le moment. Il faut être majeur, de nationalité française ou résident stable et régulier. Il faut faire face à une maladie incurable et à des souffrances réfractaires au traitement ou insupportable. Enfin, il faut être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Robert Cohen, pour l'instant, il y a un consensus à peu près sur ces données, mais la question de l'accès à l'aide à mourir pour les mineurs malades en fin de vie est renvoyée à une autre loi ou Oui, bien sûr. Vous militez bien pour, sûr, mais je voudrais quand même revenir sur la loi. D'abord, c'est une loi de liberté. De quelle loi parlez-vous, Robert ? Les deux lois sont des lois de liberté. La liberté du patient. On en est au nouveau projet de loi. Là, si vous voulez, c'est aussi une loi de liberté. C'est une loi d'égalité, c'est une loi de fraternité. On pourrait développer ça. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi les médecins disent c'est pas bien. On n'oblige personne à appliquer la loi. Il y a une clause de conscience. Deuxièmement, ça pourrait permettre à certains médecins il y en a qui disent qu'ils font des euthanasies clandestines, moi je dirais des euthanasies humaines, ça leur éviterait les assises. Alors je ne vois pas pourquoi les médecins combattent cette loi. Deuxièmement, personne va en assise actuellement et depuis longtemps sur des situations oui, comme ça. parce que deuxièmement, il faut savoir que quelqu'un qui sait qu'à partir de tel instant, il pourra décider si oui ou non il veut et il peut mourir, et ça va l'apaiser. Et il est prouvé qu'il y a 50% des gens qui vont jusqu'à leur fin de leur vie. Donc c'est un apaisement pour le patient. Et donc je crois que cette loi, c'est une bonne loi. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout et qu'elle
prendre en compte aussi les maladies neurovégétatives, comme le Charcot, comme les médecins diront mieux que moi. On va y revenir, Robert, parce qu'effectivement, la loi ira au bout, mais la question est de savoir comment elle va arriver au bout. Le débat le plus tendu qui oppose, c'est le moment de l'administration de l'aide à mourir. Le projet de loi du gouvernement était écrit sous condition de pronostic vital engagé à court et moyen terme, ou moyen terme. En commission parlementaire, cette phrase a été remplacée par la qualification de l'affection en phase avancée ou terminale. Isabelle Diallo, vous préférez cette formulation, pourquoi ? Parce que personne, y compris les médecins, ne sont capables de fixer les moyens termes de toute façon, et parce que effectivement, ça laisse un champ plus large à l'application de la loi. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Robert sur le fait qu'une fois que la décision est acceptée, comment dire, quand Jean-Claude quand on est allé en Belgique et qu'on lui a dit qu'il rentrait dans le cadre du processus et que à partir de là, c'est le malade qui décide en Belgique. Donc s'il n'y a pas de commission, le malade est juste à un moment donné, quand il n'en peut plus, quand il a décidé que c'était le moment, à ce moment-là, ils acceptent d'appliquer l'euthanasie. Et c'est vrai que c'est un soulagement. C'est véritablement un soulagement. C'est-à-dire que du coup, il s'est dit, je peux aller jusqu'au bout de moi-même. Voilà. Parce que quand je serai à l'ultime fin, je sais qu'à ce moment-là, on me prendra, on ne discutera plus, voilà, ça sera pris en charge. Et ça, c'est très, très important. C'est un point important. Daniel Nicolas, vous craignez... Quelle différence ? Excusez-moi, mais là, Mais la différence, c'est la collégialité, c'est vous qui avez décidé quand on était... Non, mais non, là, c'est exactement le même discours, c'est-à-dire que ce que l'on dit aux personnes, c'est que si la situation devient insupportable pour elles, comme nous le dit la loi, elles auront recours à une sédation profonde et continue. Mais vous tenez compte du pronostic vital engagé à court ou moyen terme. A le droit de refuser tout traitement. Et que si le patient refuse un traitement qui peut l'améliorer ou le maintenir en vie, il aura une sédation. Obligatoirement, même s'il n'est pas dans une situation de fin de vie à court terme. Un patient, Jean-Claude, il n'aurait pas refusé un traitement. Il savait que s'il refusait son traitement, il ne vous souffrait pas. Pourquoi vous voulez qu'il refuse un traitement qui va le mettre en état de souffrance ? Non, mais c'est intéressant d'avoir un cas particulier parce qu'il est concret. Je ne parle pas d'un cas particulier, par respect vis-à-vis de ce monsieur. Mais Isabelle en parle parce qu'elle a traversé avec... Elle peut le faire, mais moi je ne le ferai pas. Je ne commenterai pas. Pour être beaucoup plus précis, déjà, les deux lois, Leonetti et Claes-Leonetti, sont ignorées. Je ne sais pas si elles sont... Bien sûr. Elles sont ignorées. L'alinéa 2 qui est cité là, c'est-à-dire qu'une personne qui demanderait l'arrêt des thérapeutiques pourrait bénéficier. Ça, alors là, on est dans l'exceptionnel de l'exceptionnel. Voilà. On est tellement dans l'exceptionnel que de l'exceptionnel, c'est que ceux qui ont combattu, parce qu'il faut se souvenir quand même que la loi Claes-Leonetti a été combattue par un certain nombre de personnes, ont défini cet aspect-là comme une euthanasie passive. Vous parlez de la sédation profonde et continue, à ce moment-là, elle était très... Non. La sédation profonde qui est faite à partir de la demande d'arrêt était définie par ses opposants comme une euthanasie passive. Donc la question, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les patients viennent vers nous parce qu'ils souffrent, point. Nous faisons tout ce que nous pouvons par notre compétence, notre engagement, l'organisation dans les hôpitaux et dans les services de soins pour répondre, pour lutter contre cette souffrance. Un jour, elle devient indépassable. Mais elle devient indépassable pour qui ? Pour le patient. Moi, quand j'entends certains soignants, certains de mes confrères qui me disent « Non, mais ça nous gêne, on a une véritable souffrance à l'idée qu'on puisse faire le geste euthanasique. » C'est bien, mais cette souffrance que je respecte, elle sera toujours moindre que la personne qui souffre. Il me semble également. Sinon, on est où ? Je veux dire, à un moment donné, il faut ramener quand même les choses. Et après, il y a un certain nombre de mythes, il y a un certain nombre de choses que l'on se raconte et qui, à mon avis, sont erronées, parce que historiquement, elles sont erronées. Il y a eu effectivement la Cabadore, etc. Mais l'utilisation dans le colloque singulier, puisque la médecine a été faite avant, nous sommes hospitaliers, mais la médecine, elle est basée sur le colloque singulier, c'est-à-dire cette relation entre le patient et le médecin. Il faut savoir qu'il y avait quand même, à un moment donné, un contrat moral qui était possible entre le médecin et son patient, de ne pas le laisser souffrir. C'était la demande.
historiquement, mais c'est toujours le cas aussi. Pourquoi y a-t-il un débat aussi important donc, sur le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme, et pourquoi est-ce que les médecins s'inquiètent de la transformation de cette phrase en phase avancée ou terminale? Daniel Nicolas, votre réponse. Vous n'aimez pas cette formulation, pourquoi? Vous la craignez même? Bon, déjà, j'avais déjà dit que on n'a pas un don de voyance, donc déjà le moyen long terme, moyen court terme. Justement, c'est évacué du projet de loi. Il y a phase avancée ou terminale. Phase avancée ou terminale. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est le patient qui est suivi pour un cancer et qui a une progression avec une première métastase ou une deuxième ligne de chimiothérapie ou une troisième, c'est laissé aussi à l'appréciation, c'est pareil. Médicalement, vous pouvez dire si on est en phase avancée ou terminale. Que le premier traitement a été plus ou moins un échec et qu'il y a une progression, si on parle du cancer. Progression de la maladie. Avancée ou terminale dans la maladie neurodégénérative. Et je dirais un petit mot sur le Charcot, parce qu'on entend parler que des Charcots, et j'ai quand même un avis très fort à donner là-dessus. Mais dans les maladies neurodégénératives, quel est le stade avancé? C'est le stade où vous êtes en fauteuil roulant, c'est le stade où vous ne pouvez pas vous lever, c'est le stade où vous êtes aidé pour manger. C'est le patient aussi qui va le décider, ça. Oui, c'est à la fois le patient, mais à la fois c'est médicalement. On dit vous êtes en phase terminale. Les médecins le disent des fois d'ailleurs sans prendre de gants. La question, elle est dans l'intime. On est dans l'intime d'un patient qui va dire des choses, et pas forcément la même chose à la famille qu'aux soignants, déjà. Ça, c'est déjà un discours qui est tout à fait différent. Parce que la personne, face à sa famille, peut très bien dire « Non, mais moi, je continue, etc. » Et à nous dire l'inverse, ou le contraire. Bon. Mais en tout cas, quel est le moment où ça va être considéré comme une phase avancée? Bon, terminale, on l'a compris, mais avancée, c'est pareil, c'est le patient qui va nous dire pour moi, c'est plus possible, c'est insupportable. Donc, est-ce que cette souplesse, si j'ose dire, vous inquiète Mais je répète qu'un patient, il a le droit de refuser tout traitement s'il considère que ça suffit. Il peut dire, je veux plus de traitement, je veux plus que vous me fassiez ces perfusions, je veux plus que vous m'alimentiez. Vous voyez? Et là, à partir du moment où il refuse un traitement qui le maintient quelque part un peu en vie ou qui l'améliore, il doit avoir une sédation profonde et continue. Donc pour vous, la solution, c'est la sédation. Un patient qui est... nous, on a fait des arrêts sur des dialyses. Un patient qui est dialysé, qui est diabétique, qui est artéritique, à qui on a déjà amputé une jambe, puis une deuxième, et qui continue à être dialysé, et qui nous dit, moi, c'est terminé, plus personne ne me coupera rien, eh bien, cette personne, elle peut dire, moi, je ne veux plus aller en dialyse. Elle sera... pratiquement dans les 24 heures, elle sera sédatée. Je vois pas ce que ça rapporte, sauf que c'est le geste qui est différent. L'intentionnalité est de soulager d'un côté et de tuer de l'autre. Pour moi, c'est une grosse différence. D'arrêter. Il y a peut-être une différence qui est que si le patient dit quelque chose, la parole du patient qui engage un tiers fait que on va poser la question, on va demander au patient pourquoi. Et à un moment donné, c'est vrai que quand ça engage le tiers doit être convaincu de ce qui est dit. Mais c'est la parole du patient qui est la base. La question aujourd'hui, on déplace la question en disant oui, mais il semble que c'est une décision collégiale, mais c'est le médecin qui décide. Une chose est certaine, la médecine est encadrée par des lois. Les lois sont définies par la société. Les sociétés évoluent et définissent leurs droits. Si on était là 40 ans en arrière, on serait allé à se demander, par rapport à l'avortement, par rapport à un certain nombre de questions, la société a évolué et ce qui n'était pas valable dans les années 30 l'est devenu en 1975. Donc la société a des attentes, elle définit le corpus législatif qui s'impose à tout le monde parce que c'est la société qui nous institue médecins. On ne sait pas, nous, définir médecins. Tous les droits que nous avons, le code de déontologie est donné par la société, quels que soient les pays. Et c'est ça qui fait la différence. À partir du moment où on peut avoir des convictions personnelles, elles sont respectables par tous, mais à un moment donné, l'organisation des soins est définie par la société. Voilà donc deux points de différents entre deux médecins. Il y a un autre point. S'il y a consensus sur la souffrance physique, il y a des points... Attendez Robert. Mais je réponds. Je confirme ce que vous dites et je rebondis dessus. C'est le patient qui doit décider.
Il y a un autre point où il y a un débat qu'il faut éclairer pour nos téléspectateurs. Donc, consensus à peu près sur la souffrance physique, considérée comme réfractaire, mais par contre, des points de vue qui divergent sur l'intégration des souffrances psychologiques. On le voit dans la réécriture de l'article 6, toujours, un des points de l'article 6. Isabelle, quel est l'enjeu qu'il y a dans ce débat pour vous ? Du point de vue... Moi, je pense que déjà, il est double. Alors, déjà, sur la Commission a réécrit aussi la question des directives anticipées qui seraient à prendre en compte. Et on peut imaginer que si on garde la question de la directive anticipée, effectivement, on pourra à ce moment-là, dans le cadre de certaines maladies neurodégénératives, appliquer les volontés du patient du moment qu'elles sont très clairement établies, etc. Si on ne prend pas en compte la souffrance psychologique, il me semble que c'est un faux débat parce que tout ne provoque pas des souffrances physiques. Et à un moment donné, la souffrance physique, elle est aussi, c'est ce que l'on, enfin on en discutait aussi, mais la souffrance psychologique, elle peut être aussi amenée par un état de dégradation générale qui va au-delà de la souffrance physique, c'est-à-dire qu'on peut souffrir jusqu'à un certain point, on a des médicaments qui font que ça reste dans l'ordre du tolérable, mais en même temps, on perd ses capacités physiques, on perd tout ce qui faisait qu'on avait plaisir à vivre, et à ce moment-là, de mon point de vue, ça devient une souffrance psychologique qui fait qu'on peut avoir envie de s'arrêter. Enfin, beaucoup de personnes âgées sont pas forcément atteintes de souffrance physique, mais en revanche peuvent être atteintes de souffrance psychologique. Le suicide des personnes âgées, c'est quand même une réalité qui est extrêmement importante. La France a le plus haut taux de suicide des personnes âgées en Europe. en Europe. Où beaucoup de personnes âgées se suicident. Et elles se suicident parce qu'on ne peut pas les accompagner sur une fin de vie, parce qu'elles estiment que leur fin de vie n'est pas de qualité et qu'il n'y a pas de moyen d'améliorer cette fin de vie. Je ne vois pas de quelle façon on pourrait y remédier. La preuve, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que c'est cela pour les praticiens, les médecins, la prise en compte de la souffrance psychologique qui peut présenter des risques de dérives majeures? La souffrance, elle est physique, psychologique, existentielle, sociale. Quand on est atteint d'une pathologie grave et évolutive, on va souffrir de soi-même, de son corps, par de la douleur, mais on va aussi souffrir de la perte de son statut social, familial. On va souffrir de faire souffrir l'autre. On peut demander à partir, parce qu'on voit bien qu'on mobilise la famille, on voit bien qu'on mobilise les enfants qui sont sur le continent et qui ont laissé leurs propres conjoints, leurs enfants pour venir s'occuper du papa ou de la maman. On ne veut pas, nous. Il y a des personnes qui nous disent « Mais moi, je veux voir personne du village. Laissez-moi tranquille. Je veux pas qu'on me voie comme ça. Je peux souffrir de la vision que je donne. » Vous voyez, il y a plein de motifs qui vont entraîner cette demande de mort. Je pose juste une question. Quelle liberté a-t-on quand on choisit la mort plutôt que la vie? Quelle part de liberté a-t-on? Si on prend les gens qui se suicident, ce n'est pas un choix, c'est pas une liberté. Vous voyez? Donc, c'est pas le même contexte, oui, mais dans ces moments-là, quand on est quand même dans les critères. Quand face à une pathologie extrêmement sévère, où on sait qu'un pronostic est engagé, ce qui est important, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est le non-abandon. C'est 1, je ne vous abandonnerai pas. 2, je ferai en sorte de limiter ou de diminuer ou d'arrêter vos souffrances si vous les jugez insupportables et si elles deviennent réfractaires. Laissez-nous quand même le temps de voir si des traitements sont efficaces, parce que, comme vous l'avez dit, madame, si on donne un traitement efficace, la demande va souvent céder, ce qu'on voit régulièrement dans le service. Nous, si on a quelques personnes, on va dire peut-être, même pas 10% des gens qui disent tout de suite moi je fais partie de la DMD et je veux mourir dans la dignité et je suis pour l'euthanasie, la demande, elle cède dans la grande majorité des cas. Il reste à la marge. Mais je suis d'accord qu'il y a une marge. On sait, Daniel Nicolas, que l'aide à mourir est demandée pour très très peu de personnes. Mais exactement. Et donc la question de cette loi, c'est de pouvoir intégrer même ce petit nombre, de ne pas laisser, de ne pas abandonner ces personnes. J'entends bien que ce soit demandé par peu de personnes, mais la question, et c'est en ça que cette loi peut être universelle, c'est que tout un chacun peut, malheureusement, et de façon peu fréquente, se retrouver dans une situation où
Bien sûr. Et ça sera vécu comme une impasse. Bien sûr que, dans nombre de cas, les décès arrivent sans même intervention, soins palliatifs et autres. Les soins palliatifs, et là où je crois on devrait quasiment être en révolte, c'est qu'ils sont insuffisants, ils sont incompris, ils sont limités à la fin de vie, les derniers jours de la fin de vie, voire des fois la phase agonique, avec des tensions pas possibles avec le patient, la famille, etc., qui des fois ne comprend pas. Des fois, ne comprend pas. On a des fois à prendre en charge de façon palliative ce qui n'est jamais qu'une fin de vie. Je le dis en périphérie, mais on est tous comme. Alors que finalement, depuis quand sait-on que c'est incurable? Depuis quand aurait-on pu accompagner? Mais depuis quelques semaines ou des temps beaucoup. On parle de temporalité par rapport à la fin de vie, mais il y a aussi la temporalité dans le chemin du patient, dans ce chemin du patient, qui est aussi, moi, j'en appelle, je dirais, à une certaine logique, et la société l'appelle aussi. La question, c'est pas d'abord du bien mourir, avant de bien mourir, la question c'est de bien vivre. Et de bien vivre jusqu'au le plus longtemps possible. Après, quand la souffrance devient indépassable, oui, c'est là où la vie perd le sens. Parce qu'on ne vit pas, quand on est dans une souffrance indépassable, c'est ça, la rupture, elle est là. Alors, avant, on approche de la fin du débat, il y a évidemment un débat très important qui est le rôle des soignants, le rôle des médecins et des infirmiers. Pour la majorité, administrer une dose létale est impossible. C'est inscrit dans la loi. C'est-à-dire que le projet, c'est bien un suicide assisté, mais au cas où le malade ne pourrait pas s'administrer seul ce médicament létal, on va dire, il faudrait la participation d'un médecin. Et ça, c'est absolument impossible pour un certain nombre d'entre les soignants. Médicament létal, c'est un oxymore. Absolument, je retire. Mais en tout cas, une dose létale. Une dose létale. Et ça, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de soignants qui s'y opposent. Comment concevez-vous, si la loi inscrit l'aide à mourir, comment imaginez-vous le rôle? Ça paraît tout à fait en contradiction avec nos missions de soins. On dit l'euthanasie, c'est un soin. Pour moi, c'est pas un soin. D'ailleurs, on a entendu des médecins qui disent le contraire. En Suisse, c'est une société privée qui s'appelle Exit. Oui, mais en Belgique, c'est dans le milieu aussi. C'est l'hôpital. En Belgique, c'est l'hôpital. C'est l'ultime accompagnement dans les soins. Oui, mais justement, moi, je trouve que l'ultime accompagnement, franchement, c'est la différence, c'est l'acte et c'est la temporalité, effectivement. Peut-être avec cette loi, on aura une temporalité avec des personnes qui pourront avoir recours, enfin, bénéficier plutôt d'une sédation ou d'une euthanasie, plutôt dans le parcours de soins, mais on a tous nos expériences de personnes qui nous disent heureusement que vous n'avez pas, que l'euthanasie n'existe pas, sinon j'aurais eu une euthanasie et j'ai vécu encore. Vous voyez, c'est ça. Donc on a tous les exemples. Nous, ce qu'on craint, c'est, on dit, ça nous touche un petit peu quelques personnes, voilà, c'est à la marge. Oui, mais ils ont en Belgique, pour les personnes, on a ouvert aux mineurs, ça progresse, ça croît. Aux mineurs malades, en fin de vie, dans des douleurs. C'est une exception. Maintenant, ça croît. Vous voyez, on a quand même, 23 ans pour avoir subi de manière indirecte les attentats de Bruxelles, euthanasié quand même en Belgique. Vous voyez, 23 ans. Bon, c'était une dame dépressive et tout. Alors si on commence à dire que les gens dépressifs... C'était la question sur les souffrances psychologiques. Ouais. Voilà, on va très très vite... D'ailleurs, on voit très bien que toutes les réserves qui ont été émises par la Société française d'accompagnement des soins palliatifs, dans cette commission spéciale, elles ont toutes été balayées, déjà. Donc on crée quelques dérives, certaines diront le débat parlementaire est encore en cours. On les a déjà. On verra. En Belgique, moi j'avais pris contact avec le médecin quand Jean-Claude est mort pour les prévenir qu'il était décédé et qu'on n'irait pas à Charleroi. Et je les ai remerciés et en faisant état de la difficulté malgré tout de ce qu'il traverse, parce que je sais que c'est pas facile, on en avait discuté. Et le médecin me disait, mais c'est vrai que c'est difficile ce que l'on fait, mais on le fait parce qu'on a le sentiment que c'est juste. Oui, non, mais ce sera votre dernier mot. Je vais vous demander de concentrer la dernière leçon que vous vouliez donner, le dernier éclairage pour les téléspectateurs. Le serment d'Hippocrate, c'est un lien de confiance entre le patient et le médecin. Et le ne tuera point, c'est que le médecin ne tuera pas à la demande de quelqu'un d'autre. C'est ça la base. La base, le médicament, le pharmakos des Grecs, c'est à la fois médicament et poison.
Donc il fallait être sûr qu'à la demande, etc., quasiment le crime mafieux parfait, que ce ne soit pas le médecin qui, effectivement, attente à la vie. Après, le lien qu'il y a sur le fait de faire disparaître cette souffrance indépassable est autre chose. Mais le serment d'Hippocrate n'est pas fondamentalement contre, en tous les cas. C'est une des interprétations possibles du serment d'Hippocrate. Votre dernier mot, docteur Nicolas? Je pense qu'il faut déjà, franchement, bien appliquer la loi, qui est tout à fait méconnue, sous-appliquée, et même dans certaines unités de soins palliatifs, je suis d'accord. On pourrait s'interroger au pourquoi, il y a des questions peut-être financières, mais il y en a peut-être voilà, d'autres. Donc effectivement, comme je disais en entrée, les complexités des pathologies, l'évolution des techniques médicales et de la science médicale fait qu'on a des personnes qui restent dans des situations extrêmement complexes, avec des douleurs qu'on ne voyait pas avant, des intolérances à certains produits, des accoutumances à certains morphiniques qui deviennent extrêmement complexes. C'est un pur produit de la science médicale. Robert Cohen, je me tourne vers vous. Vous voulez donner un rendez-vous pour... Tout d'abord dire, c'est le patient qui doit être décideur, il doit être aussi au centre du système de santé. Deuxièmement, c'est une loi, les lois sont des lois de liberté. Elles n'obligent personne, elles n'enlèvent rien à personne. C'est la liberté de choisir sa fin de vie. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si, un petit mot, les directives anticipées. Il faut vraiment que les gens... Tout le monde fasse un effort pour populariser ces directives. Les médias aussi fassent un effort pour que ça soit, les directives anticipées soient vraiment... majoritaire. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'il vous aura éclairé. Demain, vous vouliez le dire, mais je le dis à votre place, samedi 1er juin, une réunion de l'Association pour le droit à mourir se tient à Bastia. Je pense à Luciane. Et puis, vous pouvez suivre dans la presse. C'est un débat qui va continuer pour de longs mois. Merci beaucoup, encore une fois, de votre participation. Merci à vous. Bonsoir. Merci beaucoup.